C'est bienvenue sur le stand de la Charente, à l'abri. Vous avez raison d'être là. Bon Gérard, c'est un plaisir de te revoir à nouveau pour cette petite rencontre et ce débat avec nous. Ça fait bientôt 10 ans que tu es venu la dernière fois pour nous parler de la loi El Khomri, sur laquelle tu as d'ailleurs fait un livre. Depuis, le monde du travail a évolué et pas vers le mur, car nous avons eu à subir les ordonnances Macron, la suppression des CHSCT, donc Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, merci. Et maintenant, le développement massif de l'apprentissage made in Macronie à marche forcée vers toujours plus de maltraitance au travail. C'est pourquoi nous t'avons sollicité à nouveau pour bénéficier de ton expertise sur la mort au travail. Merci d'avoir répondu à l'appel. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, Gérard, citons d'un mot que tu fus inspecteur du travail pendant 35 ans, mais aussi, et c'est toujours d'actualité, auteur, syndicaliste et militant politique à la Ligue communiste révolutionnaire, puis au PS, et maintenant au sein de l'APREP. La liste de tes ouvrages et contributions est longue comme le bras, et je citerai de manière tout à fait impartiale que tu as été chroniqueur pour le prestigieux journal L'Humanité. Mais plus sérieusement, tu as écrit de très nombreux ouvrages sur le travail, sur la Macronie, sur le code du travail, etc. etc. Et vous aurez l'occasion de découvrir quelques-uns ici en dédicace à la fin de la rencontre. Résumer l'intégralité de tes faits d'armes serait bien trop lourd et confuserait la patrie, mais peut-être qu'on pourrait y revenir. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mort au travail. Mais mourir au travail, c'est surtout mourir du travail capitaliste. Le débat qui nous occupe va durer 30, 40, 1 heure. On va laisser Gérard dérouler. N'hésitez pas à l'interrompre poliment. Je viendrai vous apporter un micro pour des questions et des précisions. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, ne perdons plus nos vies à les gagner. Un triomphe pour Gérard Piloche. Bonjour à toutes, merci de votre invitation, merci Simon, et c'est un plaisir d'être avec vous. Le panégyrique n'était pas nécessaire, et je vais parler de la mort au travail, parce que c'est comme ça qu'on a présenté le sujet, mais je vais vous parler aussi de la vie au travail, parce que sinon ce serait un sujet trop dur. Bon, c'est vrai, j'ai été inspecteur 30 ans, j'ai dû visiter 9000 entreprises. J'avais déjà une idée du travail parce que je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier plusieurs années moi-même. J'ai fait une douzaine de boulots avant de passer le concours d'inspecteur. Et donc, combien j'ai visité entreprises? 9000. J'ai une idée surtout, je hais les patrons. Vous ne pouvez pas savoir. Ma fille, quand elle était jeune, on lui demandait qu'est-ce que faisait son père, et elle disait « il fait chier le patron ». Et j'étais tout à fait ravi de ça. C'était une bonne présentation. Et alors, comment vous dire, la mort au travail. Je crois que le titre que vous avez donné à la réunion, c'est parce que la France est redevenue, elle a été dans le passé, mais c'était loin, elle est redevenue championne, si j'ose dire, des accidents mortels du travail en Europe. C'est-à-dire pire qu'en Roumanie, en Estonie ou en Bulgarie. Et la courbe des accidents du travail mortels, ces 12 dernières années, en gros, elle a suivi la régression du code du travail. C'est pas trop difficile à comprendre. Vous emmenez des règles de protection, vous diminuez l'inspection du travail parce que aujourd'hui, par exemple, sur 1600 inspecteurs du travail, il y a 350 postes vacants et les contrôles diminuent, les sanctions par les juges diminuent et les textes de loi protecteurs face aux accidents ont été largement évacués. Dont tu as parlé des célèbres comités hygiène, sécurité et conditions de travail. C'était un organisme, c'était celui que je préférais, moi. Il était trimestriel. Les salariés n'y étaient pas élus, ils étaient nommés par les délégués du personnel et puis par les membres du comité d'entreprise. Moi, j'aurais voulu qu'ils soient élus. J'ai fait un rapport un jour au CES à l'époque.
Et je proposais qu'ils soient élus dans les entreprises de plus de 20. En fait, ils étaient désignés dans les entreprises de plus de 50. Je vais vous parler après des entreprises et du salariat, mais les entreprises de plus de 50, c'est 3% des entreprises. Et sur 3% des entreprises, il y en avait 44 000 qui avaient un CHSCT. C'était pas beaucoup. Il y a 1 200 000 entreprises en France, vous voyez à peu près, et les CHSCT, les patrons n'aimaient pas ça. Parce que c'était une réunion entre les salariés, le représentant de la Caisse régionale d'assurance maladie, le médecin du travail et l'inspecteur. C'était donc différent du comité d'entreprise parce qu'il y avait des gens extérieurs à la boîte. Et le patron n'aimait pas ça, d'être obligé de parler devant des témoins et d'essayer de répondre à des questions de l'inspecteur, et en plus sous menace de l'inspecteur. Parce que nous, on pouvait le sanctionner. Mais le représentant de la Caisse régionale d'assurance maladie pouvait aussi le sanctionner. Parce qu'il faisait ce qu'on appelle une injonction, c'est-à-dire qu'il augmentait la cotisation accident du travail, et ça c'était rapide et direct. L'inspecteur, il pouvait mettre un procès verbal, mais il était jugé 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard. Il redoutait le mélange des deux, de l'agent de la caisse maladie et de l'inspecteur. Et puis parfois les médecins du travail qui avaient du culot ne se gênaient pas et intervenaient à charge. Je me rappelle d'un comité CHSCT où le médecin avait dit oui, mais dans telle filiale, il travaille jusqu'à 12 heures par jour. Et la DRH qui avait dit mais docteur, c'est pas votre rôle de dire ça. Mais j'avais dit je suis inspecteur, c'est dit. Vous allez m'expliquer pourquoi ils font 12 heures par jour. Et c'est comme ça que les patrons n'aimaient pas et voulaient sucrer les CHSCT. Les CHSCT, vous savez, c'est le truc le plus important à restaurer si vous voulez baisser les accidents du travail. Et vous savez, l'origine, elle est terrible. C'était sous Pétain. Parce qu'à l'époque, il y avait des comités d'entreprise et on les appelait les comités patates. Parce qu'ils servaient à donner les bons de restriction de nourriture. Donc ils étaient souvent, il y avait un gros intérêt dans les comités patates. Et les questions de sécurité n'arrivaient jamais à l'ordre du jour. Elles arrivaient toujours à la fin. Et les nazis voulaient qu'il n'y ait pas d'accident du travail parce qu'ils faisaient travailler les gens pour exporter en Allemagne. Et à l'époque, ils avaient dégagé une commission sécurité pour ça, précisément pour ça. Et donc, c'est devenu les CHS liés avec les comités d'entreprise. Et c'est la loi Auroux, en 1982, qui a rajouté conditions de travail. Et elle conteste pour tout. Moi, j'ai vu le siège de Nestlé, où ils avaient peint chaque étage en couleur, tout vert, tout bleu, tout rouge. Mais rouge du sol au plafond. Je ne sais pas si vous voyez, les salariés, ils rentraient, tout était rouge. On ne les avait pas consultés. Ils auraient dû être consultés. Et comme ils n'avaient pas consulté le CHSCT, conditions de travail, j'étais intervenu, j'avais dit, vous êtes en infraction, c'est un obstacle. Ben, ils avaient changé la couleur. Et ils avaient consulté les salariés. Je dis ça pour prendre des petites anecdotes, parce que le CHSCT, quand il est venu, les questions des conditions de travail, ça jouait pour tout, y compris le siège. Alors moi, j'ai vu des bijouteries où les gens étaient sur des tabourets de bois rond, 8 heures par jour. Pour obtenir un siège, il fallait passer par le CHSCT, la pression de l'inspecteur, et obtenir qu'il y ait une menace de sanction pour arriver à ce que quand même on achète un siège avec des roues et un accoudoir. Et vous savez que les sièges, par exemple les CHSCT dans les grands magasins, il a fallu des années pour obtenir ce qui s'appelle la loi du siège, 1898. Il n'y avait pas encore, c'est pas un syndicat. C'était une marquise au Bonheur des Dames, Zola, marquise de la Tour du Pin, qui s'était apitoyée sur les vendeuses qui étaient toujours debout. Elle a été fait intervenir son mari à la chambre pour qu'il mette des sièges pour les vendeuses. Et la loi des sièges a mis 10 ans avant de s'appliquer. Et moi j'ai vu au BHV Paris, les DRH disent on ne met plus de sièges, parce que ça donne beaucoup plus d'attache avec les clients. Donc on enlève les sièges. Et je faisais réunion au CHSCT, je menaçais
de faire un procès verbal et j'obtenais que les sièges restent un siècle après la loi des sièges. Je suis donc parti des CHSCT pour parler de la mort. En fait, il n'y a aucune fatalité à ce qui est mort au travail. L'année dernière, je crois que c'était 903 accidents mortels du travail. L'année d'avant, 859. On est autour de 750, 850, 900 morts qui peuvent toutes être évitées. Presque toutes. Il n'y a pas de fatalité à ce que le tracteur enjambeur se renverse, sauf qu'il ne fallait pas l'utiliser là. Il n'y a pas de fatalité à ce que la machine dangereuse, il n'y ait pas de courroie et qu'elle vous emporte un bras. Il n'y a pas de fatalité à ce que, à 50 degrés par canicule, dans la cuisine derrière, le pizzaiola ait une crise cardiaque. Il n'y a pas de fatalité. On peut aérer la cuisine et on ne peut pas travailler par 50 degrés. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on chute du toit. S'il y a un garde-corps, il n'y a pas de fatalité. Moi, il n'y a pas de fatalité à ce qu'on se fasse écraser dans un ascenseur. Un des accidents. J'ai eu, dans ma vie, comme inspecteur, à enquêter sur 14 accidents mortels du travail. Alors, ils m'en reviennent tous. Vous savez, j'ai 80 ans, je suis en retraite depuis 15 ans, et je vous fais une confidence, j'ai encore des cauchemars sur certains d'eux. Et l'un d'entre eux, c'était un monte-charge aux Arts et Métiers à Paris, en plein cœur de Paris. Et il ne devait pas y avoir d'hommes. Un monte-charge, par définition, ça monte les charges, ça ne monte pas les hommes. Mais ils n'avaient pas réparé le monte-charge du temps de l'université. Quand ils ont fait les travaux, ils ont dit c'est plus le moment de réparer le monte-charge. Donc ils ont mis des planches de bois, tout ça dans le monte-charge. Et puis un homme. Mais il n'y a pas de commande dans le monte-charge. Les planches de bois, il n'y a pas de double porte dans un monte-charge. Les doubles portes dans les ascenseurs remontent à la loi de 1992. Avant, il y avait des gens qui se faisaient prendre avec leur foulard et qui s'étranglaient faute de double porte. Et là, dans le monte-charge des Arts et Métiers, le bois s'est pris sur la cloison, s'est plié et a écrasé l'homme dans le fond. Ils étaient deux Maliens. Je me souviens de son nom parce que devant le tribunal, il s'appelait Sidi Bedanessi. Ça me permet toujours de lui rendre hommage dans ma mémoire. Et l'avocat des parties avait dit, regardez, Gérard Filoche, inspecteur du travail, il fait de la propagande, il a dédicacé son livre à Sidi Bedanessi. Et j'avais dit, oui, mais la responsabilité de la mort, il y a une chaîne, ce qu'on appelle un arbre des causes. Si vous avez, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 raisons. Et là, c'est qu'il n'y avait pas de double porte, c'est que c'était pas un monte-charge. Vous avez mis un homme dedans. Et il est mort. Et l'autre à côté n'est pas mort, ils étaient deux. Il était malien comme lui. Mais il ne pouvait pas, il avait seulement un son. Et le son donnait loin, sur la porte de l'entrée du CNAM. Et pendant que son copain était en train de mourir sous la pression des bois, il criait, il hurlait, mais il ne pouvait rien commander. Et après, moi, j'avais, comme inspecteur, besoin de lui comme témoin. Il était introuvable. Il était sans papier. Donc, il ne voulait pas venir témoigner. Il a fallu que je le retrouve chez lui, en banlieue, que j'obtienne. Et je suis encore marqué par ça parce que j'avais réussi à mettre 12 personnes au tribunal. Depuis le donneur d'ordre jusqu'au maître d'ouvrage, jusqu'au chef de chantier, jusqu'au patron du CNAM qui n'avait pas réparé. Et 12, j'avais aligné pour un accident. Mais j'étais sûr que cet accident pouvait être évité. Et après, je ne vais pas vous faire tous les autres, mais je passe rue du Temple souvent en voiture, à Paris, pour ceux qui connaissent, voilà. Et je sais l'endroit où le gars, il a planté son marteau-piqueur et où la place du câble électrique qui était sur le plan était mal indiquée. On le faisait planter, le marteau-piqueur, sur le câble électrique. La mort est instantanée, immédiatement électrocuté. Je vous dis, les deux gars qui montent sur les toits. Vous savez, sur les toits, vous regarderez, après m'avoir entendu, vous voyez souvent des barrières. Souvent, c'est des barrières dites de sécurité. Elles sont souvent du vieux bronze ou des choses... c'est pourri. On croit que c'est une sécurité, on se penche dessus, on tombe. Et je me rappelle de deux jeunes
Ils arrivaient le matin, ils réglaient le chantier. Ils se sont penchés tous les deux sur les barres. Et tous les deux, ils ont fait 6 étages de chute. Et les autres, vous avez des histoires où vous avez le bras qui disparaît parce que la machine à polir, il n'y a pas d'embout. Et donc l'embout, il dépasse. Et donc le câble que vous êtes en train de polir, il tourne et vous arrache le bras. C'est un des... Alors après, il y a des accidents du travail. Il y a 4500 handicapés du travail chaque année. Ils ne comptent pas, on parle que des accidents mortels, ce que je viens de faire. 4500 handicapés graves. J'étais jeune inspecteur en 1985. J'étais d'abord en agriculture en Champagne-Ardenne. Et je vais dans le nord, à Givet, la petite pointe qui est une enclave en Belgique. Parce qu'il y avait un gars qui avait 2 doigts gelés. Une scierie agricole, un grand auvent. Il l'avait fait travailler par -20. J'arrivais, j'étais blanc-bec, hein, j'avais 40 ans de moins, j'étais pas mal, mais parisien sur la figure. Et le patron me regarde et me dit, vraiment en me méprisant, et en me disant, mais monsieur l'inspecteur, on ne s'arrête pas pour si peu ici, -20 degrés. Le gars avait les 2 doigts amputés. Et après, j'ai vécu, c'est pour ça que je vais les patrons, parce que on peut empêcher un accident. J'ai vu à la rue de la Michaudière à Paris, c'était un de mes secteurs, un jeune Roumain, 20 ans, il n'avait pas de papier non plus. Il est arrivé en bas, il avait mis les goulottes, c'était un chantier de démolition. Il mettait des morceaux de gravats de plus en plus gros pour gagner du temps. Il y avait le chef de chantier qui disait, allez, perds pas ton temps à le casser. Donc il est descendu les goulottes, il y avait une recette en bas. Et le gars a tout pris, il a été tué sur le coup, quand tout s'est effondré sur lui, à 20 ans. Donc quand vous faites ce métier, il y a parfois des mecs de droite qui disent inspecteur du travail, ça sert à rien, c'est l'inspecteur des métiers finis, etc. Je vous assure que c'est un métier très dur de faire respecter l'état de droit dans l'entreprise. Et vous avez le sentiment de responsabilité quand vous êtes passé dans le chantier. J'ai dû visiter 1 millier de chantiers devant moi. Vous dites, pourvu que j'ai pas raté quelque chose, parce que j'ai la vie d'un gars qui est là. Un jour, j'étais en formation, l'Opéra Bastille, je passais avec mon ami Jean-Pierre devant tout à l'heure, et on nous faisait visiter pour voir un chantier. Là, j'étais pas encore en fonction. Et devant moi, la grue avait pris une banche et l'avait pris par en dessus. Alors techniquement, c'est moins solide que quand vous la prenez comme ça. Et la banche s'est détachée sous mes yeux. On était 20. Un premier choc, un deuxième choc, un troisième, c'était encore en sous-sol. Il y avait 25 salariés en bas. Elle est tombée sur aucun d'entre eux, mais à 2 mètres près, 3 mètres près. Immédiatement, le chef de chantier avait couru, avait dit au grutier qu'il fallait changer, remettre la banche suivante. Mais j'avais regardé ça, j'avais dit, mais à quoi je viens d'assister? Mais le travail, c'est ça. Nous sommes 30 millions de salariés. 30 millions. Je dis toujours salariat, je dis plus classe ouvrière, et je ne dis plus prolétariat, je dis salariat. Vous savez, en 1910, on était 3 millions de salariés, quand le premier code du travail a été écrit. Il avait 3 articles et 80 décrets. Aujourd'hui, le code du travail, on vous le présente gros comme ça. Un jour, Bayrou, paix à son âme, Bayrou avait à la télé sorti le code du travail en disant c'est à cause de ça qu'on ne travaille pas en France. Cet imbécile ne l'avait jamais ouvert. Il a ajouté, en montrant un petit code, il a dit ça c'est le code du travail en Suisse, et là ça passe bien en Suisse. C'était une deuxième fois un imbécile. Il n'avait pas ouvert non plus le code du travail suisse, parce qu'il aurait vu que ce n'était pas un code du travail. Il n'y a pas de code du travail en Suisse. Il y a un accord professionnel de 1939 et des conventions collectives canton par canton. Et le premier code du travail, quand il le sortait, il ne savait pas que les lois dans le code Dalloz, puisque c'est un Dalloz qu'il a sorti, faisaient en fait 600 pages. Le reste était des arrêtés, des décrets, des circulaires, de la jurisprudence et des commentaires. C'est-à-dire que dans le gros code du travail, en gros, 70% n'est pas les textes de loi. Mais comme cet imbécile
ne s'intéressait pas au travail, que la loi du travail pour lui c'était insupportable. Il avait le préjugé de sortir le code en disant il est trop gros et on ne peut pas faire avec. Mais heureusement qu'on a un code du travail gros, avec des commentaires, des arrêtés, des décrets. Et je peux encore vous dire qu'il y a un autre texte qui s'appelle le Pluyet pour des spécialistes, qui est lui sur les tout petits détails de tous les textes d'application, de toutes les normes qui vous protègent. Et la protection, c'est l'essentiel pour lutter contre les 4500 handicapés du travail et pour lutter contre les morts dont je viens de parler. Et vous savez qu'il existe 650 000 arrêts du travail chaque année. Même bénin, un coup de cutter, une chute dans l'escalier, une entorse dans la cour. Et avec les patrons, c'est toujours un objet de dispute. Moi, j'ai vu une dispute parce que le gars avait quitté l'atelier et il allait à la douche qui était de l'autre côté de la cour. Mais il y avait des pavés. Il se fait une entorse sur un des pavés, il pleut, glissante. Et le patron dit, ça n'est pas un accident du travail, c'est un accident de trajet. Parce que le trajet est moins bien réparé et payé qu'un accident du travail. Et donc je lui disais non, parce qu'il a la douche. Et il était encore dans une situation de travail. Et le gars dit non, parce que le temps d'habillage et le temps de déshabillage ne comptent pas dans le temps de travail. Et j'ai été obligé de céder à ce moment-là. Ça m'a remonté à Pétain. Vous savez que Pétain n'avait pas touché aux 40 heures. C'est une légende parfois. Il n'avait pas osé. Mais il avait déduit les temps de casse-croûte et les temps d'habillage des 40 heures. En 1936, quand vous aviez les 40 heures, vous mettiez votre bleu de travail, vous travailliez. Vous enlevez votre bleu de travail, vous ne travaillez plus. Maintenant, depuis Pétain, quand vous vous habillez au travail, vous n'êtes pas encore au travail. Vous êtes en temps d'habillage. Et ils ont appris depuis à enlever le temps de casse-croûte. Et si vous arrivez à un accident sur votre temps de casse-croûte ou votre temps d'habillage, ça n'est pas un accident du travail. C'est-à-dire que les patrons, j'ai vu un patron une fois me dire « je suis un centimier ». Je calcule centime par centime sur le dos des salariés, en vérité. Et moi, je dis toujours une chose, Quand on vous dit les patrons vous donnent du travail, jamais un patron ne donne rien. Jamais. Vous travaillez pour lui, il fait du profit pour vous. S'il n'en fait pas, il ferme sa boîte. Donc il est obligé de faire du profit pour vous. C'est vous qui le payez. C'est pas lui qui vous paye. S'il ne faisait pas du profit pour vous, vous n'auriez rien. Et j'entends toujours, on me dit Arnaud, il fait vivre 100 000 personnes. Non, c'est 100 000 personnes qui le font vivre. Et quand il y a des accidents du travail, c'est au patron d'être responsable. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de chercher à ne l'être plus. Et c'est le sens des lois que nous avons eues d'El Khomri, que je hais aussi, de Pénicaud, que je hais aussi, de Macron et Hollande, qui ont changé le code du travail, de Dussopt et de tous ceux qui se sont succédés pour diminuer les droits. Il y en a un, savez-vous, que je hais aussi. Il se fait une cote parce qu'il dit des bonnes choses sur Gaza et sur le Moyen-Orient. C'est De Villepin. Savez-vous que c'est De Villepin qui, en 2006, au moment de la recodification du code du travail, a mis le travail, l'apprentissage à 14 ans au lieu de 16 ans. Et à 15 ans de nuit et de dimanche au lieu de 16 ans. Avant, c'était l'ordonnance de 1959. Vous ne pouviez pas mettre un jeune dans une entreprise avant 16 ans. Il a mis 14 ans. Et bien, savez-vous, cette année, entre avril et juin, il y a 4 mômes de 15 ans et de 16 ans qui se sont fait tuer au travail. À Nice, dans l'Ain, à Saint-Lô, chez Jiffy, 4 mômes de 15 ans. Ils n'auraient jamais dû être au travail. Jamais dû être au travail. Je suis contre le travail des enfants. Si vous voulez les faire sortir du lycée, emmenez-les au théâtre. Emmenez-les au théâtre.
mais jamais dans une entreprise où ils puissent risquer leur vie. Et ces 4 jeunes, c'est dû à la dégradation du code, à l'absence de CHSCT, à la baisse des effectifs d'inspecteurs du travail. Et tout ça, c'est un truc en chaîne. C'est pour ça que la France est devenue championne devant la Bulgarie, devant l'Estonie, devant la Roumanie en matière d'accidents. Et les accidents du travail, ça se protège. Moi, j'ai vu une fois, dans un CHSCT, le patron ne voulait pas du CHSCT. Une bijouterie, rue Charlot. Bon, c'est vrai, il y avait 150 personnes. Il me disait, tout va bien, on est dans des bureaux. Je dis, on va quand même faire le tour. Alors, ils n'aimaient pas parce qu'il y avait le temps de la réunion. Puis, à la visite d'entreprise, si vous la faites traîner, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Le patron est là, en train de bouillir derrière. On perd notre temps, ils ne bossent pas. Et j'emmenais les délégués, et je prenais mon temps. Ah, il y avait une femme de ménage qui était montée sur l'escabeau. La vitre ouverte. La vitre ouverte. Le nombre d'accidents de femmes de ménage de monter sur un escabeau qui tombe avec une vitre ouverte. Et là, j'arrive à une petite table comme ça. Il y avait 6 gars, ce qu'on appelle des sertisseurs. Vous savez, dans les films, ils ont un truc sur l'œil, et puis ils ont des fauteuils en cuir très profond. Ils ont le chalumeau là, et puis ils essaient de mettre des petites pièces sur les bijoux. Ce sont des ouvriers sertisseurs, c'est les mieux payés comme ouvriers de France. Ils ont autour de 7 000 €, il n'y a pas moins, parce que c'est tellement précieux ce qu'ils font, qu'on les paye très cher pour pas qu'ils abîment les émeraudes, ou les bijoux, ou les bagues. Et l'ouvrier sertisseur que j'avais devant moi, pour travailler avec le chalumeau, ils avaient une petite plaque blanche. L'inspecteur du travail qui fait son métier, qui s'occupe de l'accident et de la mort au travail, il s'intéresse aussi aux petites plaques blanches. Bien m'en a pris. Parce qu'on me dit, bah oui, elle est là. Depuis longtemps, elle a toujours été là. Bah oui, mais elle est faite de quoi? Vous êtes en train de deviner. C'était de l'amiante. Les 6 gars bossaient sur une plaque en amiante, le nez dessus. Alors évidemment, ça résiste, la plaque en amiante, puis ça finit par gratter. Et donc, quand je trouve les 6 plaques en amiante pour les 6 sertisseurs, le patron me regarde et quand même, il a un soupçon d'honnêteté. Il dit, bon d'accord, vous aviez raison, il faut faire le tour de l'entreprise. Bah, je dis, bah voilà, mais si je ne l'avais pas passé, jamais. Donc, continuez, puis je reviens au prochain chez ACST, n'est-ce pas? Et donc, ils ont changé. Mais après, j'allais dans toutes les bijouteries, chez Cartier, avenue de l'Opéra, là où il y a les émirs qui viennent acheter les bijoux. J'ai trouvé les sertisseurs, le nez sur des plaques d'amiante. C'est ce qui vous dit qu'on peut éviter quand vous avez des contrôles. Quand vous avez Et après, au CHSCT, j'en parle. Et ça fait parler dans la branche. Et les syndicats s'en occupent. Et donc, tout se met en route pour protéger les gens. Et si vous n'avez pas ça, évidemment, la mort au travail augmente. J'essaie de montrer qu'elle est totalement une question de volonté. Vous pouvez diminuer drastiquement, dans tous les cas, le nombre de victimes au travail. Si, aujourd'hui, nous avons 30 millions de salariés. Alors, je vais revenir parce que j'ai dit quelque chose sur le salariat tout à l'heure. Permettez-moi de vous le dire. Avez-vous vu un film qui s'appelle Quémada? Quémada. L'auteur est Gilles Pontecorvo. C'est un grand cinéaste des années 70. Il avait fait un film sur la bataille d'Alger qui a été longtemps interdit. Et Quémada, c'est un film sur l'esclavage à Haïti. Un grand film hollywoodien. Il y a Marlon Brando dedans. Et les esclaves se soulèvent. Les propriétaires terriens les flinguent. Les esclaves se soulèvent. Les propriétaires terriens les flinguent. Et à la fin, les esclaves à Haïti sont plus nombreux. On est avant que Napoléon rétablisse l'esclavage, parce que ceux qui sont napoléoniens, dites-leur toujours que c'est lui qui a rétabli l'esclavage que la Révolution française avait temporairement supprimé. En tout cas, dans Quémada, les propriétaires terriens ont peur. Et alors, il y a une réunion. Et l'agent anglais, Marlon Brando, leur dit, mais arrêtez avec l'esclavage. Réfléchissez. Finalement, un esclave, ça coûte cher. Bah, vous avez des enfants d'esclaves, vous les nourrissez, ils ne travaillent pas. Vous avez des esclaves malades,
Ils ne travaillent pas, vous leur donnez quand même à manger, vous les logez. Vous avez des vieux esclaves, ils ne peuvent plus travailler, ben vous ne les virez pas de la case. Réfléchissez, faites-en des salariés, vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Ils se démerderont pour les enfants, pour la maladie et pour la retraite. Et les propriétaires terriens sont enchantés du discours de Marlon Brando. Et ils virent tous les esclaves et ils les font revenir. À l'époque, on disait tâcherons, journaliers, manœuvriers, besogneux. On ne disait pas salariés. Et toute la partie du 19e siècle, où même Zola décrit ça, on a peu de salariés en France. Le salariat naît à la fin du 19e siècle. Les canuts n'étaient pas des salariés. Dans le Germinal, l'entier n'est pas un salarié. Il dirige sa famille et il la paye, sa famille. Il y a toute une série d'auto-entrepreneurs. Ils sont majoritaires à l'époque. Et le salariat naît vraiment au début du XXe siècle. Il naît avec la catastrophe de Courrières. Là, vous la connaissez toutes. C'est 1905. Et à Courrières, il y a un coup de poussier, pas de grisou, de poussier. Et il y a 1099 morts. La plus grande catastrophe en France. Le patron ne veut pas s'occuper de ceux qui survivraient. Il refuse d'aller chercher dans les mines. Les gens s'insurgent, ils refusent. Mais 15 jours après, alors l'accident a lieu le 15 mars 1906 en fait, et le 30 et 31 mars, il y a 14 plus 1 mineur qui ressortent par leurs propres moyens. 15 jours. Et il y a une grève, la première grande grève des mineurs en France. 32 000 d'un coup. C'est Clémenceau. Et Clémenceau était un sacré opportuniste bourgeois. Et il dit, bon, il soutient les mineurs. Et il dit, je vais faire le ministère du Travail. Il n'y en avait pas avant. C'était une cellule dans le ministère de l'Économie. Et je vais faire un code du travail. Le code du travail n'est sorti qu'en 1910. Et on est toujours en 1906. Et après, Clémenceau, il envoie les CRS pour charger les mineurs. Il fait les deux à la fois, en même temps, comme dit l'autre. Mais le salariat naît vraiment là. Le code du travail naît vraiment là. C'est-à-dire un statut attaché au travail, dans lequel il y a la protection du travail. Le salaire net et le salaire brut, s'il vous plaît. Quand vous parlez du SMIC, dites toujours en net et en brut. Quand vous parlez du salaire, dites toujours en net et en brut. N'acceptez pas de quelqu'un qui dit « je vais baisser le brut pour augmenter le net » comme le font le RN et le Front National et certains autres. Défendez toujours le salaire brut attaché au travail, attaché à la cotisation, attaché à la protection de l'accident, attaché au droit du travail, attaché au code du travail. Et donc ça monte de 1910 à aujourd'hui. Et on a un siècle, on gomme les besogneux, les miséreux, les tâcherons. Il est même interdit dans le code du travail, il l'enlève de fait. Mais il est même interdit de travailler et d'être payé à la tâche. Et pourtant ça revient. Les auto-entrepreneurs, c'est ça. Le retour aux besogneux, le retour aux tâcherons, aux journaliers, c'est ça. Et ils essaient de casser le salariat qu'on a mis un siècle à construire. Et c'est aussi pour ça que les accidents reviennent. Parce que comme vous n'avez plus de statut, comme vous n'avez plus de protection, comme vous n'avez plus de délégué syndical, comme vous n'avez plus de comité d'entreprise, alors à ce moment-là, vous êtes à nouveau livré, comme au 19e siècle, comme l'après-esclavage. Et c'est ça qui est en jeu. Et moi, je dis, défendez le salariat. Parfois, on me dit, mais non, parce que le salariat, c'est aussi l'exploitation. Oui, oui. Un contrat de travail, vous connaissez la définition d'un contrat de travail? C'est un lien de subordination juridique permanent. Un lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes salarié, c'est le patron qui décide. C'est lui qui vous engage, c'est lui qui vous gère, c'est lui qui vous licencie. Vous êtes subordonné. Alors on n'aime pas être subordonné. Mais il y a quelque chose en contrepartie de la
c'est le délégué. C'est la protection contre l'accident. Donc il ne faut pas nier la subordination. Il faut faire du judo avec. Il faut dire oui, mais je suis subordonné, mais toi, si j'ai un accident, c'est toi le patron qui paye, c'est pas moi. Donc tu es obligé de me protéger contre l'accident. À la mode, ils disent maintenant des salariés, c'est des collaborateurs. Moi, il m'est arrivé de rentrer dans une boîte. La DRH me disait, monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Et à chaque fois, je disais, vous quoi? Un collaborateur, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ne sont pas salariés? Ben si, ils sont salariés. Ben alors pourquoi vous les appelez collaborateurs? Oh mais c'est pour les valoriser, monsieur l'inspecteur. Alors je disais toujours, mais si vous aviez appelé collaborateurs en 1945 à la Libération, vous les auriez valorisés. Ah oui, mais vous faites de l'idéologie, là, on n'est plus après la Libération. J'ai dit oui, mais ils ne sont pas sur un plan d'égalité avec vous. Donc les appelez pas collaborateurs. Parce que dans le contrat de travail, il y a deux parties. Et la partie qui est responsable, c'est la partie patronale. Alors n'essayez pas d'esquiver votre responsabilité en disant de votre salarié que c'est un collaborateur. Parce que le jour où il va avoir un accident du travail, vous allez lui dire c'est ta faute. Vous allez lui dire c'est pas ma faute, c'est toi qui n'as pas mis le garde-corps. Mais combien de chantiers où j'ai pas vu de garde-corps et où le chef de chantier, je lui faisais seulement un signe. Et là, il me disait mais il y en avait un il y a un quart d'heure. Il y avait toujours un garde-corps, un quart d'heure plutôt, avant que j'arrive. Et il me disait c'est lui, c'est en montrant l'ouvrier à côté qu'il ne l'a pas remis. J'ai dit j'en ai rien à foutre. C'est vous le responsable du garde-corps. C'est à vous que je vais mettre le procès verbal. C'est vous que je vais envoyer devant le juge parce qu'il n'y a pas de garde-corps. Et c'est pas le salarié à côté. Parce que quand vous voulez vous faire obéir de lui pour le faire arriver à l'ordre, vous savez le faire. Mais si vous avez besoin de mettre un garde-corps, c'est à vous de lui dire de le faire et de lui dire que c'est tout à fait cessant et qu'il ne doit pas faire autre chose avant d'avoir mis le garde-corps. Donc c'est vous le patron qui êtes le responsable. Et il est votre subordonné, mais vous le payez mal, vous le faites trimer dur, vous l'engueulez, mais c'est vous le patron et c'est vous que je vais sanctionner parce qu'il y a un accident du travail. C'est vous que je vais sanctionner parce qu'il n'y a pas les mesures de sécurité. C'est comme ça que ça marche le code du travail. C'est pour ça qu'il y a des inspecteurs, c'est pour ça qu'il y a des médecins du travail, c'est pour ça qu'il y a des contrôleurs du travail, c'est pour ça qu'il y a des délégués syndicaux. Et je trouve qu'il faut que je m'arrête parce qu'il y a une question. Mais tant mieux parce que je suis essoufflé. Bonjour Gérard et merci pour tout ce que tu as dit. Alors tu as parlé tout à l'heure des CHSCT, c'est tout dans les entreprises de 50, qui ont plus de 50 salariés. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises qui sont majoritaires, où il y a moins de 50 salariés, voire même un seul salarié? Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de CHSCT, personne pour les défendre, et pour l'avoir vécu, c'est intolérable, quoi. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les drames, c'est dans les petites qu'il y a le plus d'accidents. C'est dans les moyennes, les TPE et PME qu'il y a le plus d'accidents. C'est là où il n'y a pas de CHSCT qu'il y a le plus d'accidents. Mais c'est prouvé mathématiquement, statistiquement, sans aucun problème. Et après, pour les petites, ben, qu'est-ce qui reste? L'union locale? Généralement, les gens ne savent même pas. Moi, j'ai tellement vu mon boulot en 30 ans, les gens s'asseoir dans mon bureau, et je dis, mais vous n'êtes pas syndiqué, c'est pas mon... Non. Ben, je dis, bah, vous devriez. Mais quel syndicat, monsieur l'inspecteur? Je n'étais pas en droit de répondre. Parfois, je m'en tire en disant, bon, moi, je suis à la CGT. Parfois, je faisais une blague, je disais ma première carte à la CGT. Ce qui était vrai, c'était en 1963, comme ça. J'avais un peu d'autorité. Mais les gens, ils sortaient, ils ne savaient pas comment aller se syndiquer, ils ne savaient pas où était l'union locale. Alors, quelle est la deuxième solution? Le médecin du travail. Mais le médecin du travail, il y avait 6000 médecins du travail il y a 20 ans. Il en reste moins de 3000, 2005. La médecine du travail, souvent, ça a été ignoré ou méprisé. Mais c'était une belle médecine du travail. C'était conçu de façon préventive par rapport aux accidents. Parce qu'on dit maintenant, on vous envoie, allez voir votre généraliste. Mais la médecine du travail, c'était une spécialité comme pneumologue ou pédiatre. C'est-à-dire le médecin, il fallait qu'il aille dans l'entreprise, donc il savait où était la pollution, le risque, la machine, l'atmosphère, l'éclairage, le siège branlant. Quand vous supprimez la médecine du travail,
dans les petites boîtes, vous faites reculer, surtout qu'ils ont supprimé les visites annuelles. Alors on est passé à 2 ans, puis on est passé à 4 ans, et puis il n'y a plus de visite de reprise. Il y avait une visite de reprise. Et vous aviez une visite quand vous aviez été malade 20 jours. C'était obligé de revoir. Mais tout ça, ils l'ont fait reculer. Ce qui fait que vous m'avez fait parler des accidents du travail. J'ai rien dit des maladies professionnelles. Mais les maladies professionnelles. Alors aujourd'hui, les gens disent, dans les plateaux télé bien séants, ils vous disent que c'est plus Zola. Dans la phrase, je les entends, c'est plus comme du temps de Zola. Mais c'est pire. Parce que les cancers, les contaminations chimiques sont beaucoup plus nombreuses. C'est pas la mine, c'est pas ça. L'accident cardiaque, sur 450 000 accidents cardiaques, la moitié est liée au travail. Sur les cancers, c'est même pas chiffré. Il y a 750 000 cancers dans notre population française. Autant la moitié est liée au travail. Et donc c'est plus détecté par la médecine. Vous n'êtes plus protégé au travail. Alors évidemment, ça coûte cher la médecine. Les patrons ne voulaient pas la payer. Évidemment, une visite médicale annuelle avec le médecin qui vient voir dans l'entreprise, ça coûte cher. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça protège. Et quand vous avez de la prévention, à la fin, ça coûte moins cher. Parce que vous n'avez pas l'accident et vous n'avez pas la maladie. Quand l'inspecteur du travail voit la plaque d'amiante dessus, il aide à ce que ça coûte moins cher. Et oui, il faut payer l'inspecteur. Et oui, il faut qu'avec les délégués, on fasse le tour de l'entreprise. Et oui, il faut changer la plaque. Mais ça coûte moins cher que la bestose ou le cancer de la plèvre. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on dit. Et les petites entreprises, vous savez combien il y a? Alors, en France, vous avez 1 million d'entreprises de moins de 11. Vous avez 1000 entreprises de plus de 1000. Gravez ces chiffres, s'il vous plaît, parce que souvent, les gens parlent des entreprises, ils savent. Moi, je dis toujours, les entreprises, il y a les requins, il y a les sardines. C'est comme les poissons. Et les requins, c'est les plus de 1000. Les plus de 1000 font travailler plus de 4 millions de personnes. Les moins de 11 font travailler 4 200 000 personnes. Et entre deux, c'est pour les entreprises, disons, de taille intermédiaire, PME, PMI, ETI. Et là, vous avez 200 000 personnes. Au total, 1 200 000. Je résume, 1 million de moins de 11, 1000 de plus de 1000, et 200 000 entre 11 et 1000. Voilà. Et là où il y a le plus d'accidents, c'est les toutes petites. Toutes petites. Et après, vous avez dans les moyennes, ça dépend. Si vous avez un syndicat, ce qui est grave. Bon, vous avez un peu une chance d'avoir une petite discussion, une petite précession, un respect de la loi, un affichage, et l'inspecteur qui passe. Mais l'inspecteur, moi tous mes collègues sont pareils. J'ai 2 enfants maintenant qui sont inspecteurs. Ils ont autant de salariés que moi j'avais 30 000 salariés. C'est la moyenne pour un inspecteur. 3 000 entreprises en gros, 3 500. Bon, eh bien écoutez, 3 000, 3 500. Moi, dans les secteurs où j'étais, au bout de 15 ans, j'en avais visité la moitié. Il y avait des entreprises qui n'ont jamais vu d'inspecteur, jamais vu de médecin du travail, et jamais vu de délégué syndical, ni d'union locale. C'est ça la majorité. Et c'est pour ça que, par exemple, si demain on a un gouvernement NFP, il veut pas. Mais je vous dis pourquoi il veut pas. Parce qu'en 10 décrets, je vous reconstruis le code du travail, 10 décrets, même pas besoin de passer par l'Assemblée, même pas besoin d'avoir les votes. Je vous dis comment on remet des délégués et le nombre de délégués. Je vous dis comment on remet des médecins du travail et par décret. Je vous dis comment je nomme des inspecteurs du travail, je double le nombre des inspecteurs du travail. Ah, une autre question. Ben, je m'arrête, c'est bien. Ça va continuer. Tout à l'heure, je t'ai par maladresse présenté comme ancien ministre du Travail. Imaginons que, parce que je sais que Sébastien Cornu est en train de réfléchir, imaginons que tu sois désigné comme ministre du Travail. Quelles seraient tes premières décisions? Ah, mais moi j'avais déjà envoyé mes propositions à Lucie Cachet. Hein. Pas parce que je voulais être ministre, mais parce que les 10 décrets, je les ai rédigés.
Et je sais très bien, comme tous mes collègues, là où il faut faire le bien tout de suite. Et si vous faites ça tout de suite, c'est comme l'affaire du SMIC. C'est par décret. Vous arrivez, n'importe, si la gauche était unie, bon sang, vous arrivez au gouvernement, vous avez, etc., vous faites le décret sur le SMIC, 1 600 €, 2 000 bruts, tout de suite, vous allez avoir un succès dans la population, immédiatement. Ils auront du mal à nous dégommer après, parce qu'on fera bouger les conventions collectives. Merci. Moi, je vais parler d'un autre pan. Tu as parlé du salariat. Moi, je voudrais parler de la fonction publique, et plus particulièrement de l'éducation nationale. C'est le salariat. Alors, on ne reçoit pas un salaire, on reçoit un traitement. Et le Code du travail ne s'applique pas à l'éducation nationale, sauf pour certaines parties, et notamment les parties qui concernent la santé, la sécurité, les conditions de travail. Tu parlais des accidents et tu nous décris des accidents matériels. Dans l'éducation nationale, on a de plus en plus de suicides. Vous avez entendu dernièrement une directrice d'école victime de l'LGBT-phobie qui s'est suicidée. Il y a quelques années, la directrice Christine Renaud qui s'était suicidée dans son école. En ce moment, dans les Bouches-du-Rhône, on a une collègue qui fait la grève de la faim devant le rectorat pour dénoncer le fait que rien n'a été entendu dans ce qu'elle a lancé comme alerte. Donc le travail tue. Pas seulement parce qu'on va être écrasé par quelque chose ou qu'on va attraper un cancer, mais aussi parce qu'on va être victime de ce que nos employeurs nous imposent et des rythmes qu'ils nous imposent. Donc là aussi, on a de véritables problèmes dans l'éducation nationale, dans la fonction publique, et on s'en rend moins compte. Les maladies du travail, c'est pas seulement des cancers. Ça peut être aussi des choses liées au burn-out et au fait que l'employeur n'a rien fait et ne fait rien du tout, malgré le fait qu'il y a aussi des formations spécialisées, ça s'appelle comme ça chez nous, santé, sécurité, conditions de travail. Donc voilà, on est d'accord, c'est aussi le salariat, mais on s'en rend moins compte. Alors oui, mais tout à fait, mais moi j'ai fait une catégorie, je suis en train de finir mon deuxième bouquin sur le salariat, et j'espère qu'il se sera prêt à la fin de l'année, mais parce que le salariat, c'est 30 millions de personnes, vous avez 6 millions d'ouvriers, dont 2 millions d'industries, il n'y en a plus beaucoup, et 4 millions d'ouvriers d'entretien. Vous avez en gros 9 millions d'employés, mais je classe aussi les fonctionnaires. J'aime pas la notion de l'INSEE, pour ceux qui suivent, de catégorie intermédiaire. Ça ne veut rien dire. Et dans la fonction publique, on est en fait à 5 800 000, dont 900 000 à 1 million de non-titulaires, qui ont un statut absolument bancal. Et moi, dans le salariat, je compte les chômeurs, car ce sont des gens temporairement privés d'emploi. Donc si je mets les 5,8 millions, les 9 millions d'employés, et je rajoute les 4,5 millions de cadres, alors les cadres, on me dit parfois, mais les cadres, il y a 0,5% de cadres supérieurs en France, publics ou privés, 0,5%. Alors il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs, ça c'est un autre problème. Mais ils sont de droit commun. Et les 4 millions de cadres, j'ai fait mes 30 millions là. Et en vérité, ils ont tous, y compris dans la fonction publique, cette particularité d'être subordonnés. Et j'ai vu des entreprises, moi, passer du public au privé en gardant des chefs du public. Je parle des PTT, par exemple, passer chez Orange, où les chefs du public étaient les pires. Pire que les patrons, ils se croyaient de droit divin. Alors qu'un patron, il a un peu peur de l'inspecteur du travail. Mais le chef de Orange, il n'avait jamais vu un inspecteur du travail avant, il ne savait pas. J'ai vu des CHSCT où à 40 personnes, c'était dans le 2e arrondissement. Le gars était tellement harcelé moralement qu'il était rentré chez lui à 11h du matin, arrivé à 5h, il s'était pendu chez lui avec un câble France Télécom. Et le patron niait que ce soit un suicide lié au travail. Mais je lui ai dit, attendez, c'est bien un suicide lié au travail. Et il a fallu faire une commission d'enquête, que je décide qu'on aille faire, pour arriver à ça. Parce que les risques psychosociaux sont évidemment, comme les maladies professionnelles, des dangers profonds. Quand ils désorganisent le droit, ils désorganisent la mentalité, la protection, ils font peur aux gens, ils les poussent au suicide.
Et c'est vrai que j'aurais dû, dès le début, dire qu'il y avait 700 suicides par an liés au travail. C'est-à-dire qu'il y a 2 accidents mortels du travail, mais il y a aussi 2 suicides liés au travail. Et que ça fait beaucoup de morts, en fait. Hein. Oui. Alors, moi, je vais te rejoindre sur les RPS, enfin, sur les risques psychosociaux dans la fonction publique. Alors, moi, je suis de la fonction publique hospitalière, mais aussi bien dans le privé, parce que je suis sur mon UL aussi, où on rencontre tellement de monde, mais c'est tellement dur de prouver des RPS. Les maladies professionnelles sont très... Enfin, je crois même qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, faire reconnaître des accidents du travail pour RPS, on est obligé de ça. Alors, moi, je travaille sur un hôpital. Depuis le début de l'été, là, on en est à 5 agents que les camarades CGT, on a sorti des services pour les emmener soit notre médecin du travail, parce qu'on a un médecin du travail payé par notre hôpital, qui a pris ses vacances en même temps que son infirmière, que la psychologue du travail. Donc on est resté 3 semaines sans personne à la médecine du travail sur un établissement de plus de 3000 salariés. Enfin, fonctionnaires, on est tous des travailleurs. Et là, on les a emmenés aux urgences. Et le seul moyen qu'on a eu de faire reconnaître que c'était des accidents de travail, c'est de les sortir des services. Et il faut savoir quand même que dans la fonction publique hospitalière, enfin dans tout ce qui est hôpitaux, cliniques ou quoi que ce soit, on ne peut pas faire droit de retrait. Parce que quand on fait un droit de retrait, on met les gens en danger. Donc nous, et je te rejoins, c'est hyper dur. Et on va quand même pas attendre le suicide d'un camarade ou d'un agent pour pouvoir déclencher des enquêtes ou quoi que ce soit. Et l'accident de travail ou le RPS dans l'ensemble, même si on a un médecin du travail, même si on a une psychologue du travail, ben, sincèrement, et je me suis rapprochée du contrôleur d'inspection du travail de Rouen, il est adorable, il est formidable, Gilles, mais il m'a dit, bah ouais, c'est super dur pour, je sais pas comment faire. Et on a une direction qui... on a plus de CHSCT, hein, comme tout le monde, on est en F3SCT, donc c'est la même chose que la CCSCT, la 2SCT dans le privé. Et on a fait un DGI, à chaque fois qu'on a sorti quelqu'un, mais ils en sont à plus vouloir faire les enquêtes, enfin ils nous envoient complètement. Donc c'est ça, c'est comment on fait pour arriver à lutter. Et oui, je suis d'accord avec toi, il faut que la gauche s'unisse pour qu'on gagne. Parce que moi j'ai écouté encore hier, ça me fait peur. Écoutez, oui, mais 100% là. Et sur l'union de la gauche, je suis pas hors sujet si je parle de ça. Écoutez, j'étais en vacances à Perpignan. En face de Alliot, maire RN de Perpignan, 3 listes de gauche. Le mec, il va peut-être passer au premier tour. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour ne pas se mettre d'accord pour une seule liste? Qu'est-ce que c'est que cette maladie de laisser Bardella à 2 pas de l'envergure de Matignon et de ne pas passer par-dessus tous les appareils pour faire une seule liste, pour faire une seule candidature? Le reste, c'est du temps perdu. On se dispute pour des pécadilles, pour la place de ceci, pour la place de cela. Tu m'as fait ça hier, c'était comme ça avant-hier. Il y a le feu, il y a le feu. Il faut une seule liste partout, partout. Oui, Gérard, moi je voulais te demander là, par rapport aux charges sociales, je sais que tu vas saisir Madame Palombo, les 211 milliards d'aides aux entreprises, si tu peux nous en dire un mot là-dessus. Et je pense que sur le travail, on t'en apprendra peu. Je voudrais savoir si tu envisages l'IA et ses conséquences sur le monde du travail global. On parlait de suicide, je pense qu'on en D'accord. Alors, bon, je vais l'IA très vite, mais tu vas voir pour... Bon, écoutez, depuis un siècle, on a eu, un siècle et demi, on a eu la vapeur, l'électricité, l'automatisation, l'informatisation, la numérisation, on va avoir l'IA. Mais on est quand même passé de 3 millions de salariés à 30 millions de salariés. Et sur la planète, c'est la première fois depuis peu que le salariat est majoritaire. Je vous donne cette bonne nouvelle. Parce qu'il y a 1 milliard de salariés. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Il y a 1 milliard de salariés en plus qu'il y a 30 ans. Et le salariat, c'est 54% des actifs dans le monde. En France, c'est 90% des actifs. 90%. Vous vous rendez compte? On a gagné nos droits
quand on n'était même pas 70%, 45%. Par exemple, après la guerre, il n'y avait que 45% de salariés et 55% d'indépendants. On a fait la sécurité sociale et les indépendants ne voulaient pas y être. Parce qu'ils disaient, ah non, ça ne va pas être solide avec 45% de salariés. Maintenant, on est 90% de salariés. Et les indépendants, ils courent après pour la sécurité sociale. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être inquiet. L'IA, ça fait d'abord du boulot. Puis il y aura du boulot pour l'interpréter après. Bon, j'ai répondu vite, mais c'est ma réponse. Alors ensuite, sur le salaire brut. Ah non, là, j'ai pas fini. Là, je voudrais le faire. Le salaire brut, la sécurité sociale. Écoutez, j'arrive pas à trouver les endroits d'expression suffisamment amples, mais il y a 3 budgets en France. Quand ils parlent de la dette, ce sont des incompétents, la Cour des comptes. D'habitude, on parle budget par budget. Excusez-moi, budget par budget. Même les patrons, ils savent faire ça. Mais là, au niveau national, ils nous embrouillent. Vous avez les prélèvements obligatoires. Alors, ils mêlent les impôts et les cotisations sociales. Mais les cotisations sociales, c'est pas un prélèvement obligatoire. Même dans leur définition, le prélèvement obligatoire, ça va au public. Il faut leur dire quand même, ils devraient savoir, ils sont allés à l'école. La sécurité sociale, c'est de droit privé, c'est pas public. Les cotisations, c'est pas un impôt, c'est du salaire. Et comment peuvent-ils mêler un impôt et du salaire dans un raisonnement économique? Renvoyez-les en CM1, en CM2, en CM3. Mais ceux qui vous font ça, c'est pas des économistes. Il faut compter les budgets séparément. Et pourquoi c'est important? Parce que le budget de la protection sociale des cotisations, il est plus gros. Il fait 8, c'est quand même, on a encore ça. Il fait 850 milliards. En gros, 500 pour la santé, 350 pour les retraites. Je ne vous parle pas des autres caisses. 850 milliards sur nos cotisations, c'est-à-dire nos salaires. On les met à part. C'est pas une charge, comme ils disent. C'est un bonheur. C'est un salaire mutualisé, mis dans un pot commun, redistribué à chacun selon ses besoins. 850 milliards, ça les emmerde, vous ne pouvez pas savoir, ça passe, c'est pas eux. Ils veulent mettre la main dessus, ils veulent les faire passer. Mais c'est 850 milliards. Et vous savez combien il y a de dettes sur 850 milliards? Dites-le à Bérou quand vous le croisez dans la banlieue de Pau. Eh ben, il n'y a que 9% de la dette présumée qui vient des 850 milliards. 9%. Alors évidemment, à la radio, ils vont me dire « Ouais, mais ça fait 200 milliards cumulés. » C'est rien. C'est rien sur 850 milliards chaque année. 9%. Ça se gère. Et il faudrait même dépenser plus pour avoir plus de médecins, pour avoir plus d'hôpitaux encore, etc., etc. Et la deuxième chose, le deuxième budget, c'est celui des collectivités territoriales. Tout le monde se plaint maintenant, parce que les routes, il y a des nids de poules, parce qu'il y a 4000 pompes à réparer en France, parce que, etc. Mais le budget des collectivités territoriales, c'est en gros 300 milliards. Ça ne fait que 8% de la dette. 8%. Alors 8 plus 9, 17. Il reste donc 83% de la dette. C'est sur le budget de l'État, le troisième, de tout seul, 500 milliards. 83% de la dette, c'est-à-dire 3400 milliards, vient du budget de l'État, pas de la Sécu, pas de nos retraites, pas des collectivités territoriales. Ça vient de l'État. C'est là qu'il y a la dette. Et c'est là leur intérêt de mélanger tout. C'est qu'ils vous mettent les 850 plus les 300 plus les 500 et ils vous disent on doit 3400 milliards, donc on vous rembourse vos médicaments. C'est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie économique, une escroquerie comptable. À chaque fois qu'on vous parle de la dette, coincez-les, dites de quelle dette vous parlez. Puis ils ne vont pas vous répondre. Non, mais quelle dette, sur quel budget? Mais quel budget? Il y a 3 budgets, dis-moi sur quel?
Et vous les coincez tout de suite dans n'importe quelle discussion avec votre voisin qui n'a pas compris l'histoire de la dette, qui croit qu'on est endetté, que ça vient de je ne sais quoi, de droit divin, parce que, etc. Et qu'on est comme un ménage, et que si on ne rembourse pas, ils vont me prendre ma maison. Il faut quand même dire ça aux gens. Et les 3300 milliards, c'est-à-dire 83% qui viennent du budget de l'État, alors ça vient de ce qui a été donné aux entreprises. Un chômeur est contrôlé. On va le faire venir tous les mois, tous les 15 jours. On va le faire suer pour un papier qui manque. Et on donne 211 milliards au patron, sans papier, sans contrôle, sans retour, sans condition. Et alors, le chiffre de 211 milliards que vous avez entendu, dites-vous bien quelque chose, parce que parfois, ils vous disent, oui, mais ça va aux entreprises publiques. Non, 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 non. C'est le chiffre pour les entreprises privées. Ah oui, mais il y a eu le Covid. Oui, mais pendant l'année du Covid, c'était 241 milliards. C'était pas 211. C'est parce que le Sénat n'a pas fait le compte cette année-là. Mais 241. Et à ce moment-là, les patrons et les milliardaires se sont enrichis pendant le Covid, encore plus qu'après le Covid. Et le Big Pharma également. Donc en vérité, il ne faut pas se laisser bananer par la dette. En vérité, comme on dit, moi j'ai toujours des formules, ça commence à se dire un peu sur les plateaux, puis ça passe dans la tête des gens. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Faites rentrer l'argent des multinationales, faites rentrer l'argent des riches, faites rentrer l'argent des... C'est comme ça qu'on peut... Et ça passe un peu, hein, parce que finalement, Bayrou, il est battu pas seulement à l'Assemblée, hein, il est battu dans l'opinion publique. Moi, les chiffres de sondage, ils valent ce qu'ils valent. Mais quand on vous dit qu'il y a 68-70% des gens qui disent ton truc sur la dette, tu nous mens, c'est important. Vous savez ce dont je rêve? Un MeToo, un MeToo contre les riches. Voilà. À chacun son riche. À chacun son riche. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus supporter qu'un gars il gagne plus de 20 fois le SMIC, que les PDG aient 477 fois le SMIC. C'est pas possible. On passait ce matin pour venir, on est sorti de Paris, le long de boulevard Henri IV, là, on voyait toutes les tentes alignées. On me dit, c'est moins qu'à Los Angeles, c'est moins. Enfin, c'est pas possible à Paris que vous voyez ça, quoi. C'est pas possible. Et le mec, il est sur le plateau de télé et il vous dit, mais non, faut pas toucher à ceci, cela, je fais vivre les gens, blablabla. Alors qu'il a 477 SMIC qui tombent chaque année, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, pas de salaire supérieur à 20 SMIC. Moi, vous savez que c'était dans le programme de la NUPES, ça n'a pas été mis dans le programme du NFP. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui a étudié les deux programmes et qui les a comparés. Et je peux vous parler 2 heures sur les différences entre les deux programmes. Mais je peux vous dire ça, et en ajoutant que les deux programmes sont excellents, que ça suffit pour gagner aujourd'hui. Mais qu'il faut, s'il y a l'union, on peut défendre les programmes. S'il n'y a pas l'union, ils sont à la poubelle. Oui. Ouais, merci Gérard pour ton excellente intervention. Et c'est vraiment passionnant de t'écouter. Tu parlais des programmes du NFP. Nous, on a voté un programme il y a quelques années et on avait une liste de gauche. Et c'est ce gouvernement de gauche qui nous a supprimé les HSCT. Alors, là, je vais te dire quelque chose. J'ai écrit 2500 pages contre Hollande. Je me suis battu contre Hollande. 1 an avant, j'ai dit, il faut qu'il vire. Le secrétaire du PS, à l'époque, ça vous parlera peut-être, il s'appelait Cambadélis. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu dis, Gérard? Tu voulais dire au président qu'il ne faut pas qu'il se représente. C'est ce que je suis en train de te dire, qu'il ne se représente pas. Alors on a réussi à ce qu'il ne se représente pas, y compris de l'intérieur du PS à l'époque. Et on a balayé Valls, si vous vous rappelez, dans une primaire en janvier. Et la trahison de Hollande, moi je fais très attention au mot gauche. La gauche, elle n'a jamais trahi. Elle a été trahie. C'est une grande différence. Elle a été trahie, souvent. Il n'y a pas de fatalité à la trahison. Ce qui nous protégera de la trahison, c'est la force de l'unité et la mobilisation qu'elle engendre.
Je ne sais pas empêcher les trahisons sans unité et sans mobilisation. Mais c'est comme les accidents du travail. On peut empêcher de nouveaux Hollande. On peut empêcher de nouveaux Valls. On peut empêcher de nouvelles trahisons. Si nous sommes forts et unis. Il n'y a que ça. Parce que les gens disent on a connu ça, il y a 36, oui, mais si on est unis et forts, on transformera ça. Moi, je suis à 80 berges, j'ai de l'optimisme à revendre, je ne verrai pas, mais je crois qu'il y aura un nouveau mai 68. Alors, je l'ai souvent annoncé, j'ai eu tort, bon, d'accord. Mais vous savez, il est beaucoup plus proche que ce qu'on croit. Beaucoup plus proche que ce qu'on croit. Quand je militais en 1900, j'avais 20 ans, je militais en 1965-66, déjà. Et vous savez ce qu'on me disait à l'époque? On me disait c'est fini, il n'y aura plus jamais de juin 36. Les phrases de l'époque, c'était la classe ouvrière est embourgeoisée, il y a le PMU, il y a le tiercé, il y a des précaires, il y a 500 000 chômeurs, on me disait. Donc il n'y aura plus jamais de juin 36 Et j'avais 20 ans, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu'à Sotteville-le-Rouen, un fils de menuisier chaudronnier, il avait une bonne foi à revendre, peut-être inconsciente. Mais moi je disais si, ça arrivera. Et quand mai 68 est arrivé, c'était moi, j'étais acteur, c'est ce que je voulais. Et les gens en mai 68, ils apprenaient tous plus en 3 jours qu'en 3 semaines. Et en 3 semaines qu'en 30 ans. Les consciences se transforment. Et les gens dont on croit que jamais ils bougeront, ou ils sont découragés, ou résignés à cause des trahisons de Hollande et d'autres. Les gens qui ça, dans ce cas-là, ils se remettent à vivre. Et je vous souhaite de voir ça. Parce que peut-être que ça va arriver. Pas l'affaire du 10 septembre. Le 18 septembre, il faut tous y être. Mais là, il y a un climat qui fait que les gens ne supportent plus. Et ça, même, moi je les regarde, pardon, allez, je le dis, ces connards sur les plateaux, hein, tous ceux qui zozotent sur les plateaux, de BFM, de CNews et tout ça, je les regarde, les chiens de garde, je les regarde, et ben en ce moment, ils ont un peu la trouille. Ils sont légèrement plus comme avant. Ils sont obligés de dire « Ah ouais, mais non, alors bon, monsieur, madame, etc. etc. » Alors c'est bien, moi, je vais vous dire, je suis le contraire. J'ai une vie militante. J'ai toujours été pour l'union de la gauche depuis 60 ans. Et j'ai jamais pensé d'un point de vue d'appareil. Alors je vois de temps en temps un orateur de LFI, un orateur du Parti communiste ou un orateur du Parti socialiste qui sont bons. Je les applaudis tous. Ce que je veux, c'est qu'ils le disent ensemble. Parce que je regarde le programme du NFP, c'est une façon de le dire ensemble. J'ai regardé les contre-budgets du Parti socialiste, de LFI, des écologistes qui sont pas loin là-bas. J'ai lu, moi je bosse. Il n'y a presque pas de différence entre leurs 3 budgets. Pourquoi ils nous font 3 budgets, ces ânes? Ils ont été capables de faire le NFP ensemble au lieu de faire un seul budget. C'est comme la dispute sur la gauche. Moi, je souffre tellement. Moi, je défends la cause palestinienne depuis la guerre de 6 jours. J'avais 20 ans aussi. Hein. Et je ne comprenais pas tout à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais du côté des États arabes. Mais quand Nasser... Je parle à des temps que tout le monde ne connaît pas. Quand Nasser a dit oui, mais on va mettre les Juifs à la mer. Oh, dans le groupe où j'étais, on a eu une réunion toute la nuit. Et on a dit non, on va trouver une solution. Et à l'époque, c'était un seul État, binational, comme les Wallons et les Flamands. Et j'ai défendu ça tout le temps. Et puis il est arrivé tout ce que vous savez. Et là, je suis comme tout le monde, je suis pour 2 États parce que ça a tellement été dur que je ne sais pas comment faire autrement. Mais je sais une chose, comme vous, je ne peux plus ouvrir une télé sans pleurer à cause de Gaza. Et la dispute qu'il y a eu au sein de la gauche sur Gaza, au début, novembre, décembre 23,
Je disais, mais pourquoi il n'y a pas un seul mot d'ordre? Cessez le feu. 2 États. Tout le monde était pour cesser le feu. Tout le monde était pour 2 États. Après, qu'il y en ait que pour un, binational, c'est pas à nous de choisir, c'est à eux. Et tout ça, ça a duré 6 mois, mais je vais vous dire, j'en arrive pour vous dire quelque chose. J'ai lu le programme du NFP. J'espère que vous l'avez fait, sinon je vais vous faire une petite chose. Il y a 12 lignes sur Gaza. 12 lignes. Il y a cessez-le-feu, il y a 2 États, il y a la rupture de l'Europe avec Israël, et il n'y a plus aucune arme pour Israël. 12 lignes, signées par les 4 partis qui s'étaient disputés pendant 6 mois avant, en faisant des manifs séparés. J'ai dit, mais je ne suis pas dans la réunion du NFP, j'aurais voulu être là. Combien de temps vous avez mis pour vous mettre d'accord? J'ai fini par trouver quelqu'un. Il m'a dit, on a mis 1 heure pour écrire les 12 lignes. J'ai 6 mois de dispute, bande d'imbéciles. Alors qu'en 1 heure, vous pouviez vous mettre d'accord. Et vous vous êtes mis d'accord. Et il y a un accord de toute la gauche sur Gaza. Et pourquoi il y aurait des disputes sur Gaza? Puisque dans le programme commun de la gauche, on a mis les phrases essentielles. Et que c'est ça qu'il faut. Et sur tout le reste, c'est comme ça. Tout le reste, c'est comme ça. Quand on veut l'union, on peut l'union. Quand on veut signer NFP, NUPES, on peut le faire. Quand on veut faire une liste commune au municipal, on peut la faire. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être le maire, l'adjoint, le 2e, le 3e, le machin? S'il y a un accord pour travailler en commun sur un bon texte, s'il y a un accord sur un bon programme, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir 2 listes, 3 listes, 4 listes? Je m'emballe et on me dit que... Même Jean-Pierre me dit, arrête, j'arrête. Merci à toutes, à tous, merci infiniment Gérard pour ces sages paroles et la meilleure compréhension du travail qu'on a maintenant, mais surtout du travail qui nous reste à faire. Maintenant, vous allez pouvoir profiter des ouvrages de Gérard qui m'a dédicacé. N'hésitez pas à vous approcher et lui poser des questions sur cet magnifique ouvrage qui vous occupera, j'en suis sûr, de nombreuses vies. Je vais faire ma pub. J'en ai qu'un là, mais si vous le voyez ailleurs, même au stand là-bas, je fais ma pub. J'ai écrit 3 polars avec un inspecteur du travail pour héros. C'est-à-dire, c'est pas le flic qui est le bon, c'est l'inspecteur du travail. Le flic est le mauvais dans le livre. Et il y en a un par arrondissement de Paris. Dans le 3e, dans le 2e, ça c'est dans le 2e et dans le 1er. Il s'appelle Cerium, Samarium et Lantane. Et ces 3 polars, j'en ai encore un peu. Puis mon éditeur est sympa, il les réédite parce que ça marche. Et dedans, il y a... en fait, j'ai rien inventé parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. J'ai pris tout ce que j'ai vécu comme inspecteur et j'ai mis des meurtres autour et de l'amour autour. Et ça fait des polars, mais tout ce qu'il y a dedans est vrai, donc, si ça vous intéresse. Et là, ça c'est, vous en aurez pas assez, c'est effrayant. Il fait 94-2018, c'est 25 ans de lutte de classe et d'inspection du travail. Et ça, écoutez, je ne peux pas parler de tout, mais tout ce que nous préoccupe aujourd'hui, c'était dans la Révolution portugaise de 1974 à 1976. C'est une révolution qui a duré 2 ans, qui est une immense révolution, 6 gouvernements provisoires, et qui a liquidé 40 ans de dictature. Vous savez, sous Salazar, ils interdisaient Lénine, Staline et Racine. Tellement ils étaient bornés, ils n'avaient pas fait la différence entre les 3. Et dans la Révolution portugaise, c'est une grande leçon. Vous savez pourquoi elle n'a pas été plus loin? Parce qu'ils se sont divisés. Faute d'union. Faute d'union. Et là, j'ai une petite brochure sur l'union. Ah, je sais bien, j'ai écrit 48 livres. Je ne les ai pas là. Mais il faut les vendre après parce que c'est un passage. C'est pas l'achat qui m'intéresse, c'est que vous le lisiez. Et donc voilà. Merci vraiment de votre attention.